Bienvenue au MetaLife Podcast. Je suis votre hôte Laura. Cheminez avec moi vers un chemin rayonnant de santé. Aujourd'hui, Olivia et moi discutons de comment changer en transformant nos peurs en réussite. Olivia est coach professionnel certifié ICF et c'est ma sœur. Olivia, c'est quoi le changement? Oh, vaste question. Pour moi, le changement, c'est quand tu es dans le moment présent et que tu décides de faire quelque chose de différent dans le futur. Et puis, dans ce futur, il y a des choses que tu maîtrises et puis il y a des choses que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas. Et c'est ça, en fait, le changement. C'est d'aller vers quelque chose que tu ne connais pas, ou pas entièrement. Ok, et pourquoi c'est tellement difficile et intimidant de changer? Parce que, alors là, on va passer plutôt sur l'analyse du cerveau. Le cerveau, il fonctionne comme ça, c'est-à-dire que quand tu es dans un environnement que tu connais, ton cerveau, il a analysé toutes les interactions, tous les éléments, et puis il est, si tu veux, dans un environnement qui est sûr. Et puis quand tu introduis un changement, tu vas vers ce qu'on disait tout à l'heure, l'inconnu, et puis le cerveau déteste ça. Le cerveau, du moment qu'il a quelque chose qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne connaît pas, son moyen de survie, c'est introduire des peurs, pour faire en sorte que tu reviennes à l'état que tu connais. C'est pour ça que c'est dur de changer, c'est parce qu'on va vers l'inconnu. C'est ça. Et qu'en fait, l'inconnu, de manière implicite, génère des peurs, parce que c'est comme ça que fonctionne le cerveau. Et puis que du moment que tu as des peurs, tu vas avoir ce côté, oui, mais si j'arrive pas, et puis si j'échoue, et puis si on va rire de moi en faisant ça. Et puis du coup, tu vas te dire, alors est-ce que vraiment ça vaut la peine de changer, ou est-ce que j'ai peut-être pas meilleur temps de rester comme je suis aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est safe. Et quand on pense aux plus grands obstacles auxquels on fait face quand on veut changer, il y a la peur. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui font qu'on est bloqué pour commencer à changer? Il y a deux types de peurs. Il y a les peurs qui sont rationnelles. Je te donne par exemple un exemple que je trouve assez parlant. La peur de se faire écraser par une voiture fait que tu vas regarder à droite et à gauche avant de traverser la route. Et cette peur-là, elle est nécessaire. Ou à gauche et à droite en fonction d'où on habite. Exactement. Mais en gros, c'est une peur qui est nécessaire. Et puis, tu as les peurs qui sont irrationnelles. Comme par exemple la peur que les gens rient de toi si tu fais ceci. Et puis après ces peurs-là, ce qui est intéressant, c'est de comprendre véritablement qu'est-ce qui se cache derrière. Parce qu'en fait, ces peurs créent des espèces de plafonds de verre où tu ne sais pas pourquoi, mais tu n'arrives pas à les dépasser. Et puis le fait de creuser, de savoir véritablement qu'est-ce qu'il y a derrière, ça te permet de pouvoir avoir peur de quelque chose de concret. Et puis après, de pouvoir la dépasser avec les bons outils et puis avec les bonnes personnes qui t'accompagnent. Ok, donc en fait, quand on a peur, en général, c'est parce que c'est une question de survie. Oui. C'est génétique, c'est en nous, parce que si on n'avait pas peur, je ne sais pas, du lion ou des voitures aujourd'hui, on serait probablement mort. Oui. Et certaines de nos peurs ne sont pas liées à une question de survie, même si notre cerveau pense que c'est lié à ça. Exactement. On ne peut pas mourir de ridicule. On ne peut pas mourir de ridicule, absolument. Ça peut être une expérience qui vient en fait amener plus de confiance, plus de ceci, plus de cela. Et ça reste une expérience en tant que telle. Il n'y a pas, pour moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent « Oui, mais j'ai peur de ne pas réussir ou j'ai peur d'être ridicule. » Mais au final, même si on est ridicule, ça nous apprend des choses sur nous. On n'est pas en mode échec. On est en mode apprentissage. Et ça, c'est un mindset qui est important Je trouve que les Américains font ça très bien. Eux, ils peuvent se planter 12 000 fois. Et en fait, ils vont le prendre comme une expérience de vie, quelque chose, un apprentissage. Nous, en tant qu'Occidentaux, le fait de faire quelque chose, le fait de ne pas réussir, on le prend forcément comme un échec et en fait, ça reste quelque chose qui est ancré. Ouais, exactement. Exact. Ouais. Donc, en fait, tu es en train de nous dire, regardons l'échec comme un apprentissage et pas une finalité en soi. Absolument. C'est exactement ça. Ouais. Ça permet de se réinventer, en fait. Ça permet d'évoluer. Et c'est dans ce sens-là, le changement. Si on reste dans un état présent en se disant « Non, mais je veux pas changer parce qu'en fait, je trouve dangereux ou j'ai peur », ce qu'il faut savoir, c'est que le monde autour de nous évolue. Concrètement, j'ai un certain nombre d'amis aujourd'hui, j'habite dans un certain endroit, et puis mes amis vont peut-être déménager, vont peut-être partir. Et si je reste aujourd'hui dans cet état-là,
en fait, ma zone de confort, moi j'appelle ça zone de confort, elle va se réduire. Et c'est ça le danger, de ne pas aller explorer au-delà de la zone de confort, c'est-à-dire de rentrer dans cette zone d'inconfort, où au final, petit à petit, tu grandis dans cette zone d'inconfort qui devient de plus en plus confortable. Ok, donc si je te comprends bien, au centre, on a cette zone de confort. Exact. C'est toutes les expériences qu'on connaît, qu'on a déjà vécues, dans lesquelles on se sent en sécurité. Juste en dehors de la zone de confort, on a cette zone d'inconfort. Et bien au-delà, on a la zone de danger. Ouais, de crash. De crash. Exact. Comment est-ce qu'on navigue entre cette zone de confort et d'inconfort sans tomber dans la zone de danger? C'est très personnel à chacun. Donc ça, c'est vraiment ce qui est bon pour moi ne sera pas forcément correct pour toi. Donc ça, c'est vraiment à prendre chacun de manière personnelle et individuelle. Ce qui est important, c'est de toutes les manières, quelle que soit la personne que tu es, c'est de le faire de manière petit à petit. Okay. En se fixant des objectifs ou alors en ayant des volontés. J'ai envie de devenir, je ne sais pas, d'avoir plus confiance en moi. J'ai envie de changer de partenaire de vie, etc. Ok, très bien. Ça, c'est un objectif en soi. Donc, ça veut dire que tu vas rentrer dans une zone d'inconfort. Maintenant, le fait de le faire petit à petit, et moi, j'appelle ça la méthode des petits pas. C'est-à-dire que tu vas setter un objectif qui est quand même ambitieux, et puis le fait de le diviser en petits objectifs intermédiaires, ça va faire que tu ne vas pas directement aller sur quelque chose qui va être extrêmement difficile et où tu risques de rentrer justement en crash en te disant « Ouais mais attends, mais si j'y arrive pas, puis si je ne trouve pas la bonne personne, et puis si tout d'un coup ceci ne fonctionne pas, puis etc. etc. » Ce qui fait que tu vas dire oh, « En fait, finalement, mieux vaut rester là où je suis aujourd'hui. » Or, si tu te dis « Très bien, aujourd'hui j'ai envie de… faire ceci. Et puis, dans 2 semaines, quand ça se sera acquis, puis je me sentirai à l'aise de faire ça, en fait, peut-être que je vais rajouter ça, puis je vais rajouter ça, puis je vais rajouter ça. » Ça me fait penser à un truc que j'ai fait il y a quelques années en arrière. J'ai appris à dire non. Et pour moi, dire non, c'est vraiment difficile. Et la personne la plus facile à qui je pouvais dire non, c'est mon partenaire. Donc, j'ai commencé avec lui et il me demandait quelque chose et j'ai fait là, non. Et puis, au fait, quand je me suis sentie assez confortable pour lui dire non à lui, j'ai commencé à dire non à d'autres personnes. Et puis, après, j'ai été vers les gens où je me suis dit « jamais de la vie, je pourrais leur dire non ». Et au fait, au bout d'un moment, parce que j'avais fait tout ce processus de dire non à plein d'autres personnes avant, j'ai réussi à dire non à tout le monde pour ce que moi, je considérais qui n'était pas acceptable pour moi. Tu as mis, en fait, tu as posé ton cadre. Et puis, en posant ton cadre avec quelqu'un en qui tu pouvais avoir 100% confiance, au final, tu as pu étendre un tout petit peu cette zone d'inconfort avant, qui est devenue aujourd'hui ta zone de confort. Si je prends un autre exemple que j'aime beaucoup utiliser, c'est le joueur de tennis. T'imagines un joueur de tennis qui rentre sur un court, qui va jouer un match important. Ce joueur de tennis, si on prend une situation A, il imagine que pour lui, c'est hyper important de gagner ce match. Lui, il est déjà en train de penser à la fin du match. T'imagines le nombre de choses qui peuvent se passer durant le match qui vont faire que si tout d'un coup, il rate un point et puis si tout d'un coup, en fait, ses peurs vont commencer à sortir et puis ça va impacter son jeu, il va pas pouvoir être dans le meilleur de ses performances, etc., etc. Et on sait assez bien à quoi ça va résulter. Exactement. On prend ce même joueur de tennis dans une situation B qui est que lui, il va vivre chaque point comme un match en tant que tel. Donc en fait, il va donner le meilleur de lui-même, il va définir une stratégie sur ce point-là et en fait, il va faire un reset complet sur le point suivant. Et puis en fait, chaque point va être un petit pas. Et puis au final, va résulter ce qui va résulter. Et c'est 2 mindsets qui sont différents avec un même objectif. Ok, donc par exemple, je me mets comme objectif que je veux publier des podcasts 2 fois par mois pendant 1 année. Et puis, avoir une audience de plus en plus impliquée dans mes podcasts. Comment est-ce que je commence ce changement? Donne-moi étape par étape, qu'est-ce que je dois faire? Alors là, je vais rentrer en mode coach. Ouais, vas-y. Je vais te dire, donc, ton objectif, c'est tous les 2 mois de produire un podcast. 2 fois par mois. 2 fois par mois un podcast, ok. Pour pouvoir produire ce podcast, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as déjà à disposition? Alors, j'ai le matériel, j'ai les caméras, j'ai les micros. D'accord. Et puis, qu'est-ce qui te manque?
J'ai besoin de faire une liste des invités, une liste des thématiques que je veux discuter et puis ensuite j'ai besoin de planifier. Ok. Aujourd'hui, sur cette liste des invités, qu'est-ce qui est l'élément par lequel tu as besoin de commencer? Rentrer en contact avec eux, les appeler, leur envoyer un message, leur demander s'ils seraient intéressés de venir intervenir sur le podcast. Ok, très bien. Ce qu'on a fait là, je ne sais pas si tu t'es rendu compte, il y a 2 choses qu'on a abordées. Qu'est-ce qui est déjà existant aujourd'hui et qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir entamer l'étape suivante? Ok. Et en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, c'est une espèce de ping-pong, c'est-à-dire que tu vas définir ce que tu as aujourd'hui, ce que tu as déjà achieved, et puis en gros, de quoi j'ai besoin pour l'étape suivante, pour pouvoir ensuite la passer en c'est fait, c'est terminé, pour ensuite définir quelle est l'étape suivante, pour après la passer en étape terminée, et puis c'est comme ça, c'est une espèce de ping-pong. Ok. Et puis avec ça, tu te définis aussi un timing. Ok, sur la prochaine semaine, voilà ce que moi j'ai déjà fait, voilà ce que j'ai besoin de faire pendant ce laps de temps-là. Une fois qu'on arrive là, en fait, j'ai déjà défini ce que je vais devoir faire à l'étape suivante, etc., etc. Et c'est là où tu parles des petits pas, Exactement. baby steps. Exactement. Ok. Ça va te permettre de pouvoir être en confiance dans ce que tu vas faire. Là, ton objectif, il était déjà extrêmement bien défini. Donc ça, c'est déjà un élément qui est important. Il faut commencer par là. Ok. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent, voilà, moi, j'aimerais gagner en confiance. Ça m'amène, en fait, ça c'est une demande particulière que tu as dans ton coaching? J'ai beaucoup de gens qui aimeraient avoir plus confiance en eux. Ok. Tu leur proposes quoi? Alors souvent, on ne travaille pas sur la confiance en soi parce qu'en fait, la confiance en soi est un état. Et c'est un état, Ouais. et puis c'est très abstrait au final. On va plutôt essayer de comprendre sur qu'est-ce qui fait aujourd'hui concrètement que ça les met en chamboulement. Il y a des situations comme ça qui viennent te chercher, qui viennent provoquer chez toi des incertitudes et en fait, on va travailler là-dessus pour comprendre comment surmonter ces éléments-là et puis de manière indirecte, on va travailler sur la confiance en soi. Ouais. Et puis, là aussi, on va utiliser cette systémique des petits pas. C'est-à-dire qu'on va mettre un plan d'action en disant, voilà, aujourd'hui, on a creusé ce point-là. Et puis, sur les 2 prochaines semaines, qu'est-ce que tu mets en place comme action pour pouvoir concrétiser, tester, retweaker si tout d'un coup, il y a des choses à réaménager. Et puis, on revient 2 semaines après, on regarde comment ça a fonctionné, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut réajuster. Qu'est-ce qui est arrivé aussi entre-temps, parce qu'on a toujours des nouvelles situations qui arrivent. Et puis en fait, avec ça, on va démêler un peu comme un film d'Ariane au final. Tu démêles la pelote petit à petit jusqu'au moment où, en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Moi, ça m'amène à une réflexion. Je me dis, dans la vie, il y a plein de choses qu'on peut contrôler, mais il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Qu'est-ce qu'on fait quand on se met un objectif en place, mais que certains éléments du fait de on va atteindre cet objectif ne dépendent pas de nous et qu'au fait, la vie nous met plein de bâtons dans les roues. Comment est-ce qu'on gère ça? Alors là, c'est intéressant vraiment sur l'objectif de pouvoir identifier qu'est-ce qui est dans mon contrôle, qu'est-ce que moi je contrôle et qu'est-ce que je ne contrôle pas. Et puis, j'aime bien utiliser cette métaphore avec les personnes que j'accompagne, c'est la métaphore du pont. Ok. Le pont, il a 2 parties. Toi, tu vas gérer ta partie à toi, c'est-à-dire ce qui t'appartient, la manière dont toi tu as de t'exprimer, de faire les choses, etc. Et puis, l'autre partie du pont, elle appartient soit à l'autre personne, soit à la vie en général, de manière plus vaste. Et puis ça, en fait, tu ne le contrôles pas. Mais tant que toi, tu donnes le meilleur de toi, tant que toi, tu donnes tout ce que tu as sur cette partie du pont-là, quelle que soit l'autre partie, au final, toi, tu as construit cette première partie. Après, si c'est une personne qui est en face de toi, avec laquelle tu veux créer une relation, c'est à elle que ça appartient de construire sa partie du pont pour que vous puissiez ensemble vous rejoindre. Si toi, tu commences à en faire plus que nécessaire, tu vas envahir sa partie à elle. Ok. Et donc, c'est là où c'est important de pouvoir vraiment rester dans ce que moi j'appelle sa responsabilité. C'est-à-dire, tu as le pouvoir et la responsabilité, ça c'est ta partie du pont. L'autre personne, elle a sa partie à elle. Ok, si on reprend l'exemple du podcast. Par exemple, je sais exactement comment commencer, donc ce que j'ai besoin pour avancer. Moi, je fais mes appels parce qu'il y a certaines personnes avec qui j'ai vraiment envie d'avoir des discussions comme toi. Et puis, par exemple, tu me dis, écoute Laura, là, ces 2 prochains mois, c'est absolument pas possible pour moi parce que… C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. C'est exactement ce qui s'est passé.
Exact. Parce que j'ai trop de travail, j'arrive pas à caser 3 heures dans un mois où on peut se poser et discuter tranquillement. Comment est-ce que moi, je gère ça pour que ça n'impacte pas la réussite de mon objectif? Alors, tu as différentes manières de le faire. Je pense qu'il y a une partie qui est rationnelle et il y a une partie qui est émotionnelle. La partie rationnelle, c'est « Ok, très bien, aujourd'hui, Olivia, elle ne peut pas, pour X raisons qui finalement lui appartiennent. J'ai 2 choix. C'est soit j'ai quelqu'un d'autre sur ma liste et donc je trouve quelqu'un d'autre et puis on fait différemment avec cette autre personne. Et puis finalement le podcast a lieu avec quelqu'un d'autre. Ou je dis en fait je m'arrête là et puis j'attends Olivia et donc j'arriverai pas à atteindre mon objectif qui est 2 podcasts par mois. Ça au final c'est un choix que tu fais, de toi à toi. Et puis après il y a toute la partie aussi pour moi émotionnelle. C'est comment je reçois le fait que l'autre me dit qu'il ne peut pas. Ça peut parfois toucher en disant ah mais c'est important pour moi, puis en fait pour l'autre personne ça n'a pas l'air d'être aussi important, mais du coup ça me fait mal. Et puis finalement comment moi émotionnellement je gère. Et au final qu'est-ce que ça vient dire sur moi? Quelles sont les parties de moi qui sont importantes que je chérisse? Et ça, c'est 2 manières de voir les choses. Souvent, on a plutôt, de manière intuitive, on porte plutôt son attention sur le rationnel. Or, l'émotionnel est beaucoup plus important. Ouais. Parce qu'en fait, c'est des choses qui durent et c'est des choses qui inconsciemment construisent des réalités. Ce sont des sentiments qui en fait construisent des réalités. Or, elles ne sont réalités que dans notre esprit. Ok. Elles ne sont pas réalités dans le monde en tant que tel. On les a construites par rapport à ce qu'on a été, ce qu'on a ressenti dans ce moment. Ok. Donc, par exemple, si tu me dis, écoute Laura, je suis désolée, j'ai pas le temps, j'arrive pas à caser 3 heures dans ce mois pour qu'on se voit, moi je peux me dire, tant pis quoi, j'abandonne. Comment est-ce que je fais pour ne pas retomber dans mes anciennes habitudes de me dire, tant pis, je le fais pas? Pour moi, ce qui est important, c'est d'arriver à se reconnecter à qu'est-ce qui a fait que j'ai décidé de faire ces podcasts. Quel a été l'élément déclencheur, l'envie au final? Et je pense que c'est un des éléments qui est important de comprendre, c'est que dans la vie, on fonctionne avec 2 moteurs, l'envie et les peurs. Il est important, pour moi en tout cas, je trouve que les envies dépassent les peurs. Et dans ces moments-là, c'est exactement ce que tu disais là, l'envie, tant qu'elle est plus grande que les peurs, elle va être véritable moteur dans l'action. Si les peurs sont plus grandes que l'envie, là, tu vas être dans l'inaction. Ok, donc j'imagine que la première question que je devrais me poser, même avant de décider de faire un podcast, c'est pourquoi? Pourquoi et qu'est-ce qui fait que? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de travailler avec cette personne? Qu'est-ce qui fait que je me réjouis? Qu'est-ce qui fait que finalement j'ai créé ces podcasts? C'est quoi la vision au final que j'ai eue de mettre en place tout ça, de générer tout ça? Absolument. Ou par exemple, ça peut être pourquoi est-ce que j'ai envie de changer de travail? Pourquoi est-ce que j'ai envie de perdre du poids, de gagner du muscle, de bouger plus? Toujours revenir au pourquoi. Dans ces moments d'incertitude, on se demande pourquoi j'ai eu envie d'avoir ce changement et de se le rappeler constamment. C'est ça? Oui, et puis si tu permets, j'aimerais bien apporter une toute petite différence. Dans le pourquoi, on sous-tend un tout petit peu un jugement dans le pourquoi. Or, quand tu le transformes en qu'est-ce qui fait que c'est important pour moi, en fait, la finalité est la même. Mais dans le cerveau, le côté jugement implique une force extérieure. Le qu'est-ce qui fait que c'est important pour moi, ça crée une énergie, une motivation qui est tout autre. Et j'imagine que pour réussir ces objectifs, il faut beaucoup de discipline. Oui. Comment est-ce qu'on obtient une autodiscipline? Alors, je pense que la méthode des petits pas, clairement, elle permet de pouvoir avoir, sur ce long terme, elle te permet justement de pouvoir déjà échelonner les différentes choses qui permet de te dire, ok, en fait, je sais, si tu veux, je sais que dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 4 mois, dans 6 mois, en fait, tout est déjà prédéfini. Donc, ton cerveau n'a plus l'espace comme il avait avant de la peur. Oui, mais quand tu échelonnes tout et puis que la vie, elle te met des petits bâtons dans les roues, des fois, les plans, ils changent. Et dans ces moments-là, comment est-ce qu'on garde la discipline de se dire « je continue d'avancer,
je fais des petits pas qui ne sont pas exactement ceux que j'avais prévus. Oui. Comment est-ce qu'on fait ça? Ouais. Je pense que la visualisation, elle est extrêmement importante. C'est quoi la visualisation? La visualisation, c'est le fait de prendre un moment pour soi, de se poser, et puis de vraiment concrètement imaginer l'objectif qu'on s'est fixé. Ça peut être, je sais pas, je veux faire du cheval, voilà. Je sais pas pourquoi, on a parlé de cheval hier, ça me vient à l'esprit. Je veux faire du cheval. Bon ben ok, j'ai pas de cheval, j'ai pas de manège, je sais même pas ce que ça veut dire exactement comment on monte à cheval. Et ben en fait, dans ma visualisation, je vais véritablement m'imaginer, ben voilà, je suis sur le cheval, je galope, j'ai les cheveux dans le vent, je sens l'odeur des sapins dans la forêt, je sens le cheval, il est brun. Et plus tu vas dans le concret, plus tu vas dans les petits détails, plus en fait, tu vas dans ton cerveau combler cet espace inconnu qui va être en fait les peurs. Tu vas lui rentrer plein d'informations concrètes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Okay. Et que du moment que tu arrives à visualiser ton objectif dans les moindres détails, ton cerveau, pour lui, c'est comme si il l'avait vécu. Donc en fait, ça va te donner cette espèce de boost de motivation pour continuer et avoir de l'autodiscipline dans les moments où la vie te met des bâtons dans les roues. Oui, et puis ça va te permettre de, comme tu as été très concrète dans cet objectif, dans cette visualisation, de pouvoir t'y reconnecter au fur et à mesure, quand tout d'un coup, et c'est normal, hein, la vie, elle fait qu'elle vient te checker. J'aime bien dire que la vie, elle te check en général avec toujours des choses que tu peux surmonter. Et ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Donc ça veut dire que la vie, elle vient te chercher là où elle sait que tu es capable de le faire. Ça, c'est une croyance personnelle que moi j'ai. Et donc, une fois que tu te dis, bon, bah, ok, ça vient me checker, mais au final, je me reconnecte à cette visualisation. Ok, je me revois dans la forêt, sur ce cheval, avec les cheveux dans le vent, plaf, plaf, plaf. Ok, j'ai tout. Waouh, ok. Et donc, tout d'un coup, tu reviens à cette sérénité. Et puis, tu te dis, ok, bon, bah, maintenant, la prochaine étape, avec ces nouvelles circonstances, ce nouvel environnement, maintenant, finalement, je réaligne qu'est-ce que je vais faire en premier, en deuxième, puis je refais de nouveau cette systémique des petits pas. Ok. Alors là, on a parlé de comment est-ce qu'on gagne en discipline pour pouvoir atteindre nos objectifs. Qu'on a quelqu'un qui a tellement d'autodiscipline que ça peut être un petit tyran avec soi-même. Et que, quoi qu'il arrive, on va atteindre nos objectifs, même si ça signifie démonter la maison. Qu'est-ce que tu conseilles à ces personnes qui sont un petit peu trop autodisciplinaires? Je sens qu'il y a un peu de self. Pas du tout. T'en fais pas. Ici, c'est la même. Alors, ce qui fonctionne bien, c'est vraiment de trouver un sparring partner. C'est quoi? Un sparring partner, c'est quelqu'un en qui tu as une totale confiance, de partager ton projet, ton objectif. Et puis, c'est quelqu'un qui, et ça c'est extrêmement important, c'est quelqu'un qui va te responsabiliser, mais pas faire à ta place. Ok. C'est-à-dire qu'il va dire, ok, ça c'est ton objectif, très bien, ça c'est tes petits pas, ok, quand est-ce que tu veux qu'on se voie, comment est-ce que tu veux qu'on aborde ça, quel rôle en fait aussi est-ce que tu veux que je joue. Et puis là, c'est important que nous, en tant qu'initiateurs de cette demande, on puisse dire, bah, écoute, voilà, moi, je veux que tu puisses me dire, là, dans ton énergie, tu es à combien? Ok, je suis à... là, objectivement, je suis à 120. Ok, tu es à 120. Qu'est-ce qu'on fait pour réduire à 100? Quand tu dis énergie, c'est une dépense d'énergie. Exactement. Bah, inévitablement, le changement te demande de pouvoir générer de l'énergie, de pouvoir... mine de rien, tu dois aller avec les peurs, tu dois aller au-delà, etc. Donc oui, ça demande une certaine énergie. Ouais, une dépense d'énergie. Une dépense d'énergie. Puis, quand on est des overthinkers, ou bien qu'on est vraiment des gens qui avons une énergie débordante, on a tendance à aller au-delà de ce qu'on peut. Et en fait, c'est là où ça devient dangereux et c'est là où on peut rentrer en zone de crash. Donc, c'est là, au fait, où notre sparring partner, donc notre
partenaire d'échange va contrôler de un que notre objectif est faisable, atteignable, et de deux qu'on n'est pas en train de l'atteindre en brûlant trop d'énergie. Exact. Oui, Ok. parce que au final, le danger dans cette manière de faire, c'est que tu vas te brûler et donc en fait, tu risques de ne pas atteindre ton objectif. Or, si tu as cette personne qui est là et qui te dit OK, ou même qui au quotidien te dit ouh, mais juste attention, parce que je le sais aussi, quand on est là-dedans et puis qu'on est des overthinkers, on ne se rend même pas compte qu'on est dans une espèce de roue de hamster en train d'y aller et d'aller trop loin. Or, la personne qui te regarde, elle sait assez bien parce qu'elle te connaît. Et en général, dans ces moments-là, tu choisis les bonnes personnes. C'est celles où tu sais que ça va faire mal, ça va piquer, mais purée, elles ont à chaque fois raison. Ouais. Après, il faut réussir à les écouter. Alors ça dépend aussi de comment c'est amené. Si tu donnes ce rôle-là à la personne et que c'est un choix de toi, de lui dire, écoute, je veux que tu sois cette personne-là, c'est autre chose que d'avoir la personne qui arrive et qui te donne des conseils. C'est plutôt ressenti comme de l'ingérence dans ces moments-là. Ah ouais, ça fait du sens. Or là, c'est toi qui lui donnes ce pouvoir-là en lui disant, non, c'est ce que je veux. Et là, c'est toute la différence entre les deux. Ça fait beaucoup de sens. Là, j'aimerais prendre une petite minute pour parler de statistiques parce qu'on est en fin d'année, on commence bientôt une nouvelle année et moi, j'aimerais discuter avec toi d'objectifs qu'on se pose, de résolutions qu'on se pose pour la nouvelle année. En 2016, il y a une étude qui a montré que seulement 9% des gens réussissent à atteindre leurs objectifs qui se sont posés en fin d'année. 9%. 9%. Et en 2020, il y a une autre étude qui a découvert que 23% des gens, donc à peu près un quart des gens, abandonnent leurs résolutions dès la première semaine du mois de janvier. Oh mon Dieu. Et moi, j'aimerais discuter avec toi de pourquoi est-ce que c'est tellement difficile de tenir nos résolutions. Là, on est fin décembre, en janvier. Pourquoi est-ce qu'un quart de nous, la première semaine, aura abandonné ses bonnes résolutions et pourquoi à la fin de l'année prochaine, seulement 9% d'entre nous auront réussi à obtenir et atteindre nos bonnes résolutions? Bon, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs. Alors, je pense qu'il y en a plein qu'on a déjà abordés. Je pense qu'il y en a un, clairement, je pense qu'il y a une certaine pression quand même de la société qui nous dit, oui, la nouvelle année, il faut avoir des bonnes résolutions. Est-ce qu'il faut avoir des bonnes résolutions? Mais au final, c'est ça la question. Peut-être qu'en fait, tel qu'on est aujourd'hui ou ce qu'on vit à l'heure actuelle, c'est OK. Et en fait, on n'a pas besoin de s'imposer des nouvelles résolutions. Donc, je pense que ça, c'est déjà une première question à se poser. Est-ce que véritablement, j'ai besoin d'avoir une bonne résolution ou un nouvel objectif pour cette année 2025? Oui? Non? OK. Si c'est non, ben en fait, c'est très bien. Continue comme c'est maintenant, aucun problème. C'est OK. Et puis, si c'est oui, ben au final, c'est concrètement qu'est-ce que tu veux. Parce que, alors, les bonnes résolutions qu'on entend souvent à la nouvelle année, c'est je veux perdre du poids, je veux aller au fitness, je veux prendre plus de temps pour moi. Et en fait, on reste avec ces idées-là comme ça. OK, posé. Ouais, mais concrètement, ça veut dire quoi derrière? Parce qu'avec ça, on ne va pas aller loin. Hein. Donc, c'est vraiment de se dire, ben, OK, maintenant, concrètement, je vais prendre un moment pour moi, je vais m'asseoir. Et puis, je vais dire, si ça, c'est mon objectif, je me le fixe à quand? Qu'est-ce qui est raisonnable et atteignable? Ben, ce sera, je ne sais pas, dans 6 mois. Très bien. Ben, dans 6 mois, si je fais un rétro-planning, donc cette méthode des petits pas, qu'est-ce que je dois avoir atteint, donc on a dit 6 mois, donc qu'est-ce que je dois avoir atteint dans 5 mois? Qu'est-ce que je dois mettre en place à 5 mois pour être sûr que j'atteigne dans 6 mois? Et de manière rétrospective, jusqu'à aujourd'hui. OK. Et puis avec ça, est-ce que je vois qu'il y a des peurs qui peuvent arriver ou est-ce qu'il y a des choses qui peuvent mettre en danger mon planning? Et puis là, vraiment, on est déjà dans la visualisation. Oui, ben je vois que, je ne sais pas, potentiellement, mon job, je sens que ça c'est peut-être problématique. Ok, ben qu'est-ce que ça va impliquer si je change de job? Ben, peut-être qu'en fait, il faut que je mette mon objectif plutôt à 9 mois et pas à 6 mois. Okay. Parce que si ça arrive, ça peut mettre en danger. Voilà, c'est tous ces genres de choses-là. J'ai un ami qui a fait quelque chose que j'ai trouvé vraiment joli. C'est quelqu'un qui n'est pas très mobile, qui n'a pas beaucoup de flexibilité.
Et à la place de se fixer un objectif de flexibilité, comme par exemple toucher ses pieds dans 3 mois, il s'est dit non, l'objectif que je me fixe, c'est simplement faire 1 heure de yoga par semaine. Et j'ai trouvé vraiment chouette parce que c'est quelque chose qui n'est pas seulement focalisé sur le résultat, mais qui est focalisé sur l'action elle-même. Et des fois, on est tellement obnubilé par un résultat qu'on oublie les actions. Oui, c'est exactement ça. On oublie les actions et surtout, en fait, ce qui est triste, c'est qu'on ne se félicite ou on ne fête que du moment où on atteint l'objectif. Oh, amen. C'est tellement joli ça. Or, chaque semaine où tu fais ton heure de yoga, pardon, mais félicite-toi. Tape-toi sur l'épaule. Bravo. Tu as mis en place, tu as réussi, c'est une réussite en soi. Et en faisant ça, petit à petit, au final, tu arrives à ton objectif. Et puis tout d'un coup, plus vite que ce que tu pensais, tu vas réussir à toucher tes pieds. Ouais. Pour ça, félicitez-vous plus souvent. Ouais, ma psychologue. Félicitez-vous plus souvent. Ma psychologue me dit tout le temps, mais Laura, prenez-vous dans les bras. Alors maintenant, j'ai commencé à conseiller ça à tous mes amis. Oui. Et pour les tout petits trucs du quotidien, bravo, tu as pris 15 minutes pour toi ce matin. Je te félicite, tu te prends dans les bras. Bravo de prendre soin de toi. Oui. Oui. Alors ça paraît bizarre, mais ça fait tellement du bien. Mais moi, je me souviens de m'être ouvert une bouteille de champagne, alors c'est bientôt la fin de l'année, pour une toute petite chose. Mais parce qu'en fait, je me suis dit, c'est génial, ça me procure énormément de plaisir, c'était une toute petite chose, mais j'étais extrêmement fière de pouvoir avoir passé ce cap-là. Ouais. Et bien en fait, cool, ouvre une bouteille de champagne, fais au final ce qui est bon pour toi. Donc, au fait, si je te comprends bien, tu es en train de nous dire, ne célébrons pas que le résultat, célébrons chacun de nos petits pas. Oui, absolument. Yes, absolument. J'adore. Parce que quand on arrive à cet objectif final, en fait, on se rend compte que c'est le voyage qui a été extraordinaire. Et le résultat, oui, c'est cool, on est content d'y être arrivé. Mais en fait, la confiance en soi, tous ces éléments positifs qui renforcent au final se sont créés petit à petit sur ce chemin de vie qui nous a menés jusqu'à l'objectif. Ouais. Et le fait de les acter, le fait de les rendre vrais en se félicitant, en célébrant, c'est ça qui les rend et qui les ancre beaucoup plus fort. Bon, moi j'ai envie de te poser une question super personnelle. Est-ce que tu as des bonnes résolutions pour 2025? Et si oui, est-ce que tu serais d'accord d'en partager une avec nous? Ouais. Et puis surtout, comment est-ce que tu as l'intention de l'atteindre? C'est une bonne question. J'avoue que jusque-là, j'étais un peu en mode hamster, donc je me suis moins posée, parce que c'est important pour moi de me poser et de pouvoir prendre le temps aussi de réfléchir à ce qu'on ressent et ce qu'on a envie. Mais je te dirais que comme ça, il y a une chose que j'ai remarquée ces derniers temps, c'est le fait que je veux aller trop vite, trop fort. Ah, je connais. Par différents biais, que ce soit dans ma vie personnelle avec mon conjoint, que ce soit au travail avec mes collaboratrices, je me rends compte que ces derniers mois, j'ai pas attendu les autres, quoi. Je suis partie en mode locomotive et puis en fait j'ai oublié de prendre les gens avec moi. Et au final, je m'épuise. Et là, je me suis dit, ok, ben finalement, maintenant, il faut que je fasse différentes choses. Il faut que, première chose, je responsabilise plus les gens qui sont autour de moi. De leur donner vraiment concrètement des choses à faire et des projets à mener. Donc là, je suis vraiment sur le domaine plus pro que perso. Mon mari, s'il m'entend, il va rire. Mais non, plus pro, c'est voilà, je délègue beaucoup plus. Et puis, je donne des responsabilités, mais je donne pas que la responsabilité, je donne le pouvoir aussi. Ouais. Ça, c'est extrêmement important. C'est deux choses qui vont vraiment de pair. Avoir le pouvoir et avoir la responsabilité qui va avec. Tu les rends coéquipiers, au fait. Absolument, absolument. Donc ça va être un élément sur lequel on va travailler. On a décidé avec mon équipe de mettre une journée au vert, en tout début janvier. On va vraiment travailler sur les objectifs de l'institution, on va vraiment essayer de tout mettre en place avec un espèce de temps fort, bref, on va vraiment aller dans le détail des éléments. Et puis essayer aussi de définir les talents qui sont en présence de chacune de nous et de dire, ben voilà, toi ton talent c'est ça, toi c'est ça, toi c'est ça, puis voilà du coup ce qu'on va chercher chez les uns et chez les autres, pour aussi les faire émerger d'une certaine manière dans ce que sont bons. Donc, si je te comprends bien, un de tes objectifs pour l'année prochaine, c'est d'avoir un meilleur équilibre au travail. Ouais. Et
d'écouter le principe qui dit si tu veux aller vite, avance seul, si tu veux aller loin, avance en équipe. Ouais. Et toi, tu veux avancer loin. Moi, je veux avancer loin. Ouais. Ouh, c'est fort ça. C'est fort, c'est ambitieux, c'est pour ça que c'est important de pouvoir vraiment aller en petits pas. Ouais. Et c'est pour ça que dès janvier, on a mis ce meeting pour pouvoir être ensemble et puis de pouvoir créer cette intelligence, moi j'appelle ça intelligence collective en fait. J'adore ce mot, c'est aussi quelque chose qu'on utilise beaucoup avec mes associés. Voilà, donc c'est ensemble, co-créer au final pour qu'on puisse arriver au bout en tant qu'équipe et pas en tant qu'individu à part entière. Oui, on sera fier quand on est au bout, mais si tu es épuisé et puis si tu tombes malade, sincèrement, à quoi ça sert? Ouais. Alors faisons ensemble, faisons bien, faisons mieux, mais ensemble. J'adore ça, c'est magnifique. Merci Olivia. Je t'en prie. Ça a été incroyable de parler avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup, on a parlé de plein de sujets, mais c'était passionnant. C'était fantastique et ça faisait tellement longtemps que j'avais envie d'avoir cette interview avec toi. Ravie. Et comme tu sais, au MetaLife Podcast, on termine chacune de nos interviews avec des questions brûlantes. Je me réjouis de savoir celle que tu m'as concoctée. Alors, chère Olivia, quel est le souhait le plus cher que tu as pour cette vie? C'est d'en profiter pleinement de chaque instant et de le vivre dans le moment présent. Et je crois que c'est vraiment en lien avec ce que tu viens de nous dire. On ne peut pas tout le temps foncer la tête en bas, avancer comme une locomotive un peu folle et profiter du moment présent. Des fois, on doit juste ralentir. Surtout qu'en réalité, ta vie, elle passe sans même que tu en prennes conscience au final. Et puis, je trouve que la vie, elle amène énormément de belles choses, énormément de petites pépites. Et que si tu es toujours dans l'anticipation, dans le futur, ces petites pépites, elles passent. C'est un peu comme dans Mario Kart, tu te souviens quand on était petite et puis qu'on jouait à la console, puis tu sais, tu devais éviter. C'est vraiment ça en fait, tu es tout le temps en train d'éviter ces petites pépites qui t'arrivent dessus. Non en fait, prends-les, vraiment, welcome them. Ouais. Et puis vis-les pleinement, c'est vraiment ça pour moi. Oh. Ensuite, complète ces phrases. Le monde a besoin de plus de rire. Je suis tellement d'accord avec toi. De rire. Bon sang, ça fait tellement du bien. Juste de prendre un moment, alors sans se forcer, mais j'ai une collègue qui fait le yoga du rire. Oh, j'ai jamais essayé. T'as jamais essayé? C'est génial. C'est génial. Parce qu'en fait, alors au début, tu vas te forcer, mais après, ça devient vraiment authentique. Et je trouve que c'est très en lien avec ces moments de connexion et de présence. J'aimerais bien que tu m'emmènes une fois. Je demanderai à Isabelle. Magnifique. Et ensuite, complète cette autre phrase. Je suis reconnaissante pour la vie. Les beaux pour la vie. Et les moins beaux moments. Mais parce que la vie, au fait, je pense que tu en profites pleinement parce qu'il y a aussi les mauvais moments. Et que les mauvais moments mettent en perspective les beaux moments. Et que quand tu les prends comme faisant partie d'un tout, tu les vis plus comme un apprentissage et comme un moyen de grandir que comme, je ne sais pas comment on dit en français, je n'ai pas le mot qui vient, un burden, un poids. Un poids. Ouais. Et je pense que dans chaque moment difficile, il y a une once de lumière quelque part. Il y a quelque chose à tirer, à apprendre, à partager. Et quand tu abordes ces moments-là difficiles de cette manière-là, tu peux que en profiter au final. C'est profond ça. Merci Olivia. Je t'en prie. Bon alors là, Bon là, c'est une question très légère. S'il y a une chose que je pouvais cuisiner pour toi, qu'est-ce que ça serait? Eh bien écoute, je dois t'avouer que bizarrement, on est dans la période de Noël, mais que je n'ai pas mangé un seul biscuit de Noël jusqu'à maintenant. T'es sérieux? Je te jure. On va remédier à ça. Je suis intolérante au lactose, donc soit c'est moi qui l'ai fait, mais cette année, j'avoue que je me suis occupée d'autre chose, soit je regarde mon mari les manger. Tu es au courant que tu as une sœur végane, donc c'est très facile d'avoir des biscuits sans lactose dans cette maison. En fait, à Noël, c'est à ta porte que je vais venir toquer. Mais tu devrais. Olivia, j'apprécie tellement ta présence sur notre podcast. Merci d'avoir été aussi généreuse avec ton temps. Et à notre audience, je vous invite à partager ce podcast avec quelqu'un qui en a besoin dans votre vie.
Merci à vous tous. Merci Olivia. Merci à et toi, à Laura, très bientôt. aussi. Mouah, je t'aime.